Notre invité du jour de Matin Première est l'un des gardiens de la célèbre prison de Fresnes, Cédric Boyer. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Gardien, secrétaire, vous êtes le secrétaire local Force ouvrière au centre pénitentiaire de Fresnes, je l'ai dit, et membre de la commission Outre-mer également Force ouvrière, FO pénitentiaire. Pour être gardien de prison aujourd'hui, en France, il faut avoir la foi. La foi, du courage. Donc c'est pas un métier qu'on fait... on va dire, on n'est pas en rêvant d'être sur un pénitentiaire. On le fait comme tout le monde, pour avoir un salaire, travailler, pour aussi évoluer. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'être surveillant pénitentiaire. Vous dénoncez le manque d'effectifs, de moyens, de matériel, d'établissements aussi, puisqu'on parle de surpopulation. J'allais dire, à la limite, c'est presque partout pareil, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, à la police même. Oui, de toute façon, au niveau de la fonction publique, vous avez vu, hier, il y avait une manifestation des fonctionnaires dans Paris et dans toute la France. Il y a un manque accru de moyens, notamment, je parlais pour ma paroisse, au sein de l'administration pénitentiaire. On a énormément de postes vacants qui n'arrivent plus à trouver preneur. On a de plus en plus de collègues qui sont surveillants pénitentiaires. On a même des gradés, des officiers qui vont dans d'autres ministères parce que le métier n'est plus attrayant. On travaille avec des difficultés qui ne cessent de s'accroître, confrontés à de la violence quotidienne, des menaces, les pressions, il y a la hiérarchie également, et les gens, les collègues en ont marre. Donc, vous avez tout le monde contre vous, en fait, et vous avez donc du mal à recruter également, à combler les postes. Quand on prend l'exemple du dernier concours de surveillants qui était ouvert, 30% des inscrits étaient présents au concours. Ouais. Donc ça veut dire que déjà... Si on veut réellement recruter, il y a une revalorisation indemnitaire qui doit être... indéniablement. Ça passe par là déjà. Voilà. Ouais. Parce que quand on commence en enlevant les heures supplémentaires et la prime de détention, on n'a même pas un SMIC. Ouais. Donc c'est pour vous dire, en région parisienne notamment, avec les prix des loyers qu'on connaît, les problèmes par rapport à la petite enfance. Donc on a énormément de surendettement au sein de la profession, de divorce, donc c'est un frein que ce soit financièrement, mais psychologiquement et au sein de la famille aussi. On va en parler, on va parler de ce qui s'est passé également récemment, parce que ça s'est passé entre autres dans votre établissement à Fresnes. Est-ce que, cela dit, puisqu'il y a eu des mesures, ça fait longtemps que vous intervenez, que vous criez, que vous manifestez, les choses ont évolué, peuvent évoluer? Avez-vous eu du changement en matériel, en personnel, en infrastructure, en horaire? Je vais vous répondre clairement. Donc, notamment depuis la tentative d'assassinat à caractère terroriste sur la maison d'arrêt d'Osny dans le Val d'Oise, il n'y a que les appellations qui ont évolué. Donc, je vais m'expliquer. Avant, on appelait ça les unités dédiées, l'UDEF, l'UPRA. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé, c'est le single. Donc aujourd'hui, on appelle ça les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Ouais. Mais hormis cela, il n'y a rien qui a changé. Je prends l'exemple de Fresnes. Donc le quartier d'évaluation de la radicalisation qui se trouve dans notre établissement ne correspond en rien à ce qu'on veut faire croire à l'opinion publique. Comme je le disais hier chez un de vos confrères, on fait croire à l'opinion publique que ces gens-là, ils sont isolés du reste de la population pénale. Mais c'est complètement faux. Les personnes détenues qui sont là, ils sont en contact avec le reste de la population. Donc toutes ces personnes identifiées, tous ces détenus identifiés comme étant des radicaux actifs, on va dire, du mouvement islamiste, que l'on nous dit être isolés dans ces fameuses unités dédiées, c'est comme ça que c'était appelé, finalement ne le sont pas. Ne le sont pas. À Fresnes aujourd'hui encore. À Fresnes, je peux vous le certifier, qu'ils ne sont pas isolés du reste de la population pénale. Pourquoi? Ils sont peut-être en encellulement individuel, mais c'est un étage qui est greffé sur le reste de la détention. Ils travaillent même... Les sorties sont les mêmes avec les autres détenus. Ils ont peut-être des activités spéciaux, mais ils sont en contact avec le reste de la population pénale. Il y en a même qui travaillent au service général avec d'autres détenus qui ne sont pas eux là qui sont pas reconnus comme terroristes ou radicalisés. Donc c'est vraiment de l'hypocrisie maladive. Donc qu'on arrête de faire croire que ces gens-là ils sont isolés. Ça c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi puisqu'on les a identifiés, pourquoi ils ne sont-ils pas isolés? Est-ce que... Déjà, l'infrastructure de Fresnes, actuellement, là où est plantée cette unité... L'une des plus grandes prisons de France, quand même. Le deuxième établissement pénitentiaire ne correspond pas. Donc, l'architecture ne peut pas... Techniquement, c'est pas possible. Voilà, c'est complètement impossible. Donc, nous, ce qu'on réclame, c'est un établissement spécialisé
pour ce genre de profil et avec un meilleur suivi, que ce soit un recrutement massif en termes de personnel de surveillance. On nous parle du renseignement. Moi, ça me fait rire. Comment voulez-vous que le deuxième établissement de France puisse assurer les missions de renseignement avec un seul officier? Donc, c'est complètement irréel. Quand cet officier est en vacances ou autre, il n'y a personne. Donc, ça veut dire que le renseignement part en vacances. Donc, c'est vraiment du... Le renseignement, ce sont ces hommes ou femmes qui sont là pour justement... Actuellement, c'est un seul personnel qui est là pour assurer le suivi. Pas que du terrorisme, il y a aussi les autres, le grand banditisme, voilà, il y a toutes les personnes qui font l'objet d'un suivi particulier. Donc on a une seule personne sur Fresnes pour faire cette mission-là. À Fresnes, donc, il y a quelques jours de cela, un détenu a été identifié comme étant actif. 2 détenus. Enfin, de Fresnes aussi. Fresnes, le deuxième aussi était de Fresnes. Le troisième était à La Réunion, détenu à la maison, franchement, chez vous, département d'origine. C'est à Fresnes que ça s'est passé. Ces détenus projetaient à la sortie, et c'était une sortie imminente. Il y en a un qui devait sortir hier et l'autre dans les jours. Voilà, de commettre des attentats. Tout à fait. Vous les connaissiez, oui, ces individus. Ils ont pu communiquer très facilement, très largement, enfin monter leur plan, entre guillemets. C'est facile, maintenant, aujourd'hui, pratiquement... Tous les détenus ont un téléphone portable. Donc déjà, il faut revenir à la source. Et quand j'entends la ministre cet été voulait autoriser les téléphones portables en détention, mais c'est de la pure connerie. Excusez-moi du terme, mais on sait très bien qu'avec les téléphones portables, ça a été démontré par le passé, commanditer des attaques, prévoir des évasions, continuer à gérer le trafic de stupéfiants. Maintenant, voilà, on a l'impression que ça choque tout le monde. Mais comme je dis, nous, on n'est pas surpris de ce qui se passe parce qu'il y a un manque, l'administration, ça va au-delà, c'est le ministère, le gouvernement, il y a un manque de lucidité. Donc, à un moment, il faut qu'ils se posent des bonnes questions. Et pour les téléphones, il y a des brouilleurs, mais il faut savoir adapter en fonction de l'évolution de la nouvelle technologie. Ça, c'est clair. On est tous en 4G+ aujourd'hui. Donc, si on n'est pas capable d'avoir des brouilleurs suffisamment puissants et adaptés, ça marche pas. Ça marche pas. D'accord. Ces unités dédiées, vous étiez contre Nous, on est, comme je vous dis, on est pour un établissement spécialisé. Pas d'unité dédiée, parce que c'est pas gérable. C'est complètement pas gérable. Quand on voit un établissement comme Fresnes, on le répète, hein, c'est le deuxième établissement de France. Fresnes, ça correspond à 3 maisons d'arrêt. Donc ça veut dire 3 établissements en un. On a sur les établissements un seul gradé. Donc comment voulez-vous qu'on fasse tourner la boutique, comme on veut dire, avec un seul gradé, 2 officiers? C'est pas possible. C'est pas possible parce que Fresnes délocalisé en province, on aurait un apport d'effectifs supplémentaires. Mais aujourd'hui, il y a un réel problème. Est-ce que tant d'effectifs aussi en matériel. D'accord. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé, ce qui a été déjoué un peu à la dernière minute malgré tout, vous pensez que les choses vont évoluer? Le ministre de la Justice a parlé de quartier d'évaluation radicalisé. Moi, j'ai écouté ce qu'elle a dit, la garde des Sceaux hier sur une radio. J'ai l'impression qu'elle ne connaît pas la pénitentiaire parce qu'elle parlait de quartiers de haute sécurité. Moi, j'ai envie de lui dire que depuis 1982, c'est fini. Robert Badinter a abrogé ce quartier de haute sécurité. Déjà, Justine, en tant que ministre de la Justice, raconter des choses qui n'existent plus, c'est complètement raconter des bêtises aux gens. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'elle s'intéresse un peu plus au personnel de surveillance, aux établissements pénitentiaires, avant de raconter de tout. Il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance. On a eu la preuve avec le précédent gouvernement. Pendant 4 ans et demi, on a mis de côté tout ce qui concerne la pénitentiaire. Et 6 mois avant l'échéance électorale, voilà, la question pénitentiaire a fait des débats à tout va. Maintenant, voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous parlez donc du gouvernement qui ne connaît pas véritablement dans le fond du cœur, dans le fond du problème, l'essentiel de la question. Vous parlez de pression de votre hiérarchie. Tout à fait. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont confrontés à vos difficultés de toute façon, de fonctionnement. Il y a un objectif il y a un objectif à atteindre. On a une mission de service public, on ne peut pas fermer. Donc, il y a des tâches à faire, des missions à faire. Donc, Fresnes, c'est un établissement avec un taux d'occupation avoisinant les 200%. Aujourd'hui, on a un seul surveillant qui gère 150 personnes détenues. Donc,
Voilà, il y a le surveillant, il est pressé du matin jusqu'au soir et avec un objectif que la prison elle tourne. Donc voilà, il y a la pression, la hiérarchie maintient la pression sur les personnels de surveillance qui œuvrent au quotidien pour les missions régaliennes. À propos de pression, votre métier est vraiment une profession à part, trop exposée, qui subit les pressions. Mais aussi celle alors de la hiérarchie, vous le disiez, mais aussi des détenus. Ah oui, il y a une véritable mafia, on va dire, à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la prison. Comment vous faites pour ne pas subir tout cela quand on menace un gardien de prison, si tu ne fais pas ça, on sait où tu habites. C'est comme ça que ça se passe au quotidien. Ça peut se passer comme ça, et je ne dis pas le contraire. Mais après, il y a aussi des partenaires qui sont mis en place, que ce soit avec les services de police ou autres. Donc les gens, il y a des démarches claires à faire. Ouais. Donc après, c'est une question d'intégrité ou pas. Donc, vous voulez dire par là que ceux qui se laissent embarquer dans ce genre de choses, de après, chantage. J'ai pas de jugement, j'ai pas de jugement à faire par rapport à cela. Mais moi, là, je vous parle par rapport à votre expérience. À moi, personnellement, voilà, nous, on estime qu'on fait ce métier. Soit on est du bon côté, soit on est du mauvais côté. Si aujourd'hui on est du mauvais côté, j'estime qu'un nettoyage doit être fait pour, comme on disait, si vous faites allusion par rapport à ce qui s'est passé à Baie-Mahault. À Baie-Mahault, en Guadeloupe, voilà. notamment. Donc, récemment. Il y a une enquête qui est en cours. Si la justice démontre que ces gens-là réellement trafiqués, ben, ils n'ont plus rien à faire chez nous. Voilà. Soit on porte l'uniforme, soit on est fonctionnaire, soit on est voyou. Si on est voyou, on n'a rien à faire dans l'administration pénitentiaire. Je reviens sur la radicalisation, l'un des problèmes que vous évoquez. C'est quoi? C'est à peu près 300 détenus en France qui sont identifiés en tant que tels, un peu plus que ça, ou alors c'est minoré également, parce que ça c'est un chiffre. Il y a aussi les détenus qui sont identifiés et il y a ceux qui arrivent à se fondre dans la masse. Ouais. Donc pour moi, c'est ceux-là les plus dangereux. Donc si aujourd'hui on a réellement, on fait une promotion du renseignement pénitentiaire, il faut mettre ces moyens-là en place. Il faut mettre ces moyens-là en place pour pouvoir assurer ces missions de renseignement de manière correcte. On est soit en métropole, mais l'outre-mer, on a une politique à 2 vitesses parce que l'outre-mer n'est pas épargné par... On a vu récemment que ce soit au niveau de la Réunion, j'allais y venir, en Martinique, à Mayotte, même en Polynésie. Donc l'administration doit se poser des véritables questions et donner les moyens également pour les établissements pénitentiaires qui se trouvent en Outre-mer. Qui, eux, doivent lutter énormément contre la surpopulation et la radicalisation également. Radicalisation. Et notamment à La Réunion, d'où vous êtes originaire, Cédric Boyer, et où le 3e détenu était, lui, incarcéré à La Réunion. Pourquoi il y a ce réseau qui s'est créé? C'est quelqu'un qui a été interpellé suite à ses posts sur Twitter. Donc actuellement il est incarcéré à La Réunion. Donc on n'a pas de structure adaptée pour ce genre de profil. Déjà qu'en métropole on a du mal, mais en outre-mer c'est encore plus laxiste, impensable, on va dire. Donc voilà, il y a côté renseignement, mais aussi côté sécuritaire. Quand on compare par rapport aux gendarmes, aux policiers, je vous fais un topo par rapport au RAID, le GIPN ou le GIGN. Dans ces 2 corps d'administration, ils ont des unités présentes en Outre-mer. Nous, l'administration pénitentiaire, on a des équipes régionales d'intervention et de sécurité qui n'existent pas en Outre-mer. Donc, quand on dénonce la discrimination structurelle, c'est à tous les niveaux. Donc, l'administration, le ministère, une fois de plus, doit se poser des véritables questions par rapport à la politique pénitentiaire en Outre-mer. Merci beaucoup Cédric Boyer d'être venu ici nous en parler. Je rappelle que vous êtes secrétaire local Force ouvrière au centre pénitentiaire de Fresnes et membre de la commission d'Outre-mer. Merci à vous Jean-Marc. Merci à vous d'être venu ici à ce micro et en direct.